bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre virtuelle de la librairie Dialogue pour laquelle nous avons l'immense plaisir ce soir d'accueillir Hervé Letellier. Alors bonsoir et merci beaucoup de nous faire entrer le temps d'une heure dans votre atelier d'écrivain. Vous êtes écrivain, journaliste et linguiste. Vous avez suivi une formation de mathématicien, en fait, avant de vous diriger vers l'écriture et le journalisme. Vous avez ensuite exploré de multiples formes d'écriture, journalistique bien sûr, mais vous avez aussi publié des romans, des recueils de nouvelles, de la poésie, du théâtre, un roman policier aussi, dans la collection Le Poulpe, intitulé La disparition de Pérec. Et ce titre, il nous mène tout naturellement à une famille dont vous faites partie, parce que vous êtes en effet membre et même président de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Donc, c'est un groupe de littérature inventive qui a été fondé en 1960 par le mathématicien François Le Lyonnais et le poète Raymond Queneau, un groupe dont Georges Perec faisait partie et dont les membres s'exercent à l'écriture sous contrainte et à tous les possibles qu'elle offre. Vous avez également partagé votre passion pour les jeux littéraires pendant de nombreuses années dans la réjouissante émission Les Papous dans la tête sur France Culture. Et puis, vous êtes aussi l'un des fondateurs de l'Association des Amis de Jean-Baptiste Botul, un philosophe fictif de tradition orale qui a constitué un formidable canular littéraire. Alors ce soir, on a le grand plaisir de vous accueillir pour cette rencontre virtuelle suite à la parution aux éditions Gallimard de l'Anomalie, ce roman, votre dernier roman absolument jubilatoire qui a reçu le prix Goncourt en novembre dernier. Ce roman, L'Anomalie, il débute précisément aujourd'hui, le 10 mars 2021, lors d'un mystérieux vol Paris-New York Air France 006 avec lequel tous les personnages vont avoir un lien. Ces personnages, ils sont nombreux, on en suit véritablement 11, dont vous dressez les portraits en quelques lignes, en parvenant à nous intéresser immédiatement, nous lecteurs, à leur destin, sans jamais nous perdre. Et chacun de ces personnages va nous embarquer dans un genre littéraire différent. L'Anomalie, c'est aussi une expérience de pensée. C'est un roman qui s'inscrit dans un univers très réaliste, mais avec un élément surnaturel qui va nous inviter à nous poser la question « et si ?» et qui nous convie à une vraie réflexion philosophique. Et puis, c'est un roman brillamment écrit, qui se lit d'une traite, qui est truffé de références à la culture savante et populaire, et avec une savante construction narrative. Bref, c'est un roman qui explore les très nombreux possibles de la littérature et qui suit de nombreux fils différents. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander comment naît un tel roman et quelle est l'idée première à son origine. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment l'Anomalie s'est dessinée dans votre esprit et sous votre plume? Oui, en fait, j'étais avec un ami, je regardais un film qui est un film très populaire dans lequel il y a un accident d'avion et enfin des turbulences en avion plus exactement. Et il y avait un thème qui m'intéressait depuis très longtemps, qui était le thème du double. Et j'ai pensé que c'était une possibilité que l'avion se pose et qu'il soit quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Alors, en fait, j'avais pensé quelques années plus tard. Avec les mêmes personnes à bord. Voilà, ça a commencé comme ça, avec cette idée un peu bizarre. L'avion paraissait un endroit assez naturel parce que ça présente un gros avantage, c'est que ça réunit des gens de toute origine, de tout âge, enfin presque de toute origine, parce qu'évidemment, il y a des gens qui n'accéderont jamais à l'avion, mais en fait, ça représentait pas mal de monde possible. Et l'idée de travailler sur le double à travers cette idée un petit peu de science-fiction, de la duplication, m'a intéressé. Alors, j'en ai parlé assez vite à Karina Ossine. À l'époque, je publiais chez Lattès et Karina était encore directrice littéraire chez Lattès. On en a parlé, je ne sais pas, ça devait être en septembre 2018. Je lui ai présenté le plan de l'avion avec à peu près une vingtaine de personnages possibles. Et je lui ai dit, t'en fais pas, je ne vais pas en traiter autant, mais je voulais en traiter pas mal. Et finalement, je me suis limité à 8 pour avoir une sorte de schéma représentatif de tout ce qui peut exister en matière de réaction face à son double. Ça ne représente pas, en fait, l'intégralité des possibilités, mais c'était quand même presque exhaustif. Donc, j'avais le suicide, les personnes qui meurent systématiquement, j'avais la personne qui élimine son double, la personne qui rivalise avec son double, la personne qui va essayer de collaborer, celle qui va se sacrifier pour son double. Enfin, toutes les situations avaient été un peu explorées.
Et j'ai attribué de manière pas aléatoire du tout, mais de manière, disons, distributive, euh, chacun des comportements à un des personnages. Alors évidemment, l'élimination du double, elle est extrêmement naturellement au tueur à gages. La collaboration, elle est assez naturellement à mon personnage de musicien nigérian. Et plus j'avançais dans la narration, plus c'était clair que j'allais travailler sur le système des genres. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis l'idée qui est l'idée de la simulation m'est venue beaucoup plus tard, en fait, parce que je ne voulais pas un conte de fées, donc j'ai cherché ce qui pouvait expliquer ce phénomène pour lequel je ne souhaitais pas être dans le conte moral. Enfin, ça ne m'intéresse pas les contes moraux, enfin, les contes de fées, de manière générale, m'intéressent peu. Et cette idée de proposer une explication qui soudain devient autre chose même qu'une explication, qui devient une expérience de pensée et qui devient même une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le réel dans lequel nous vivons, ça m'a paru intéressant. Donc le livre s'est construit sur cette base-là, avec un projet qui était vraiment autour des genres littéraires, associés à chaque fois à des personnages qui eux-mêmes avaient des réactions différentes par rapport à l'idée de se confronter à leur double. Le tout faisait quand même un roman assez foisonnant, donc il s'est posé ensuite la question de son organisation, de sa division, puisqu'il y a 3 parties, et également de la caractérisation des personnages pour qu'ils soient suffisamment comment dire, incarné de manière rapide, parce que je ne voulais pas faire un roman de 900 pages. Donc il fallait que je sois sur une dimension qui était courte. Le tout faisait quand même beaucoup de contraintes en termes littéraires, et je trouvais ça très intéressant. Donc avec Karina, on en a discuté, et cette discussion a duré en fait quelques mois, jusqu'au moment où j'ai vraiment commencé à écrire après avoir pris beaucoup de notes. Et j'ai commencé à écrire, je pense, vraiment en janvier 2019. Et j'ai fini le roman assez vite parce que je m'amusais bien à le faire. Et j'ai fait un premier jet d'environ 600 000 signes. Je suis désolé, c'est question technique, mais ça donnera l'idée. Enfin, il y avait 600 000 signes en décembre et j'ai coupé pour retomber à une dimension plus courte d'environ un tiers. Et donc le roman, dans son état actuel, il fait à peu près 460 000 signes, ce qui est pour moi beaucoup. Je n'ai pas beaucoup l'habitude d'écrire des romans aussi denses euh, et aussi ample. Donc voilà, c'est l'idée de la genèse du livre. Alors, on le pressent au cours de la lecture, et vous l'avez un petit peu évoqué dans votre réponse, L'Anomalie est un roman qu'on pourrait qualifier d'oulipien. Il fait, vous l'avez dit, naviguer de manière très fluide de genre en genre, et c'est peut-être la seule contrainte qui est vraiment visible, mais on imagine qu'il y en a eu bien d'autres qui ont été gommées par la suite et qui ne sont pas apparentes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelques mots de l'écriture sous contrainte et de la liberté qu'elle peut peut-être donner, paradoxalement? Oh, mais on peut retirer le peut-être, hein, la liberté est fournie par la contrainte. C'est-à-dire, quelle est l'idée générale de l'écriture sous contrainte? euh, Alors, le principe déjà, après, le principe, c'est de s'imposer quelque chose en écrivant. Alors, les Oulipiens s'imposent des choses qui sont toujours très différentes les uns des autres. Enfin, par exemple, quand Calvino écrit Si par une nuit d'hiver un voyageur, il s'impose de débuter des romans de tous les styles possibles, de les interrompre et de frustrer son lecteur, et par là de faire un roman qui est à la fois un roman sur le roman, mais aussi un roman sur la notion de personnage, la notion de lecteur, la notion de rapport entre le lecteur et le personnage. Donc quelque chose qui est assez, comment dire, un roman qu'on peut appeler méta, c'est-à-dire c'est l'exemple même du méta-roman. Mais on peut aussi faire un texte qui est un texte qui joue uniquement sur la langue, comme par exemple le fait Pérec en se privant de la lettre E pour écrire la disparition, ou en écrivant que avec la lettre E comme voyelle, comme dans les Revenantes. Ce sont deux extrêmes de la forme, un qui travaille sur ce qu'on peut appeler, d'ailleurs le livre de Calvino est construit sur une forme assez complexe qui s'appelle les carrés de Grémas, donc c'est quand même très compliqué comme type de construction, et celle de Pérec est beaucoup plus lisible finalement, même si le roman est plus complexe et c'est basé sur la linguistique. Donc il y a deux aspects, il y a l'écriture qu'on peut appeler linguistique et l'écriture qu'on peut appeler sémantique à l'Oulipo, une qui est basée sur le travail sur la langue, stricto sensu,
et une qui est basée sur la structure. Un peu comme le bouquin de Pérec aussi, qui s'appelle La vie, mode d'emploi, qui, elle, est basée uniquement sur une structure. Et qui d'ailleurs est un roman tellement ample que Pérec l'a intitulé Roman avec un S. Donc c'est encore un type de travail différent. Et on n'aurait pas su d'ailleurs que ce roman travaillait sur des contraintes si, après sa mort, on n'avait pas découvert son cahier des charges. Le cahier des charges était inconnu et je ne pense pas que Pérec souhaitait le révéler. Ce qui prouve que parfois on peut écrire un roman sans en révéler toutes les structures et toutes les subtilités. Enfin, le cas de Pérec est extrême parce qu'il avait un nombre de contraintes énormes et même parfois des contraintes étrangement inutiles, parce qu'il s'applique des contraintes à l'intérieur qui ne sont pas nécessaires pour assurer la diversité qui est présente dans le livre. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions-là. Alors ensuite, ça c'est pour le principe, et si je puis continuer un tout petit peu sur cette question, c'est quel est l'effet de ce travail sous contrainte, ce qui est quand même très différent encore du principe lui-même. Pour un écrivain, il y a deux effets, un effet sur l'écriture et un effet pour le rapport au lecteur. Pour l'écrivain, il y a un effet immédiat qui est qu'on ne va pas tout à fait à l'endroit où on a envie d'aller. C'est-à-dire qu'évidemment, Pérec n'écrit pas la disparition de manière simple. S'il veut utiliser le mot café, il ne peut pas, donc il va utiliser autre chose. Et ça donne par exemple une recette étant un mot interdit dans la disparition, forcément, une recette du parfait au chocolat. Or, le parfait est une glace qui est systématiquement au café. Et donc, il va à des endroits qui ne sont pas prévus. Et ça m'amène à dire justement que le lecteur lui-même est dans ce rapport au texte, dans un rapport dit de complicité, parce qu'il voit très bien que le café est interdit. Il le comprend tout de suite, puisqu'il a quand même compris, enfin, maintenant on le sait, il paraît qu'il y a eu des critiques qui n'ont pas vu l'absence de la lettre E, mais comme on le sait, maintenant on regarde, en lisant La disparition, on regarde le chemin qui est un chemin, comment dire, le chemin de chèvre emprunté par Pérec le long de cette montagne qui est la lettre E, et qui permet de l'éviter, justement. Donc ça devient amusant parce que le mot réveil n'existe pas, mais le personnage se réveille grâce à un jazz, le JAZ, qui était à l'époque une marque de réveil. Ce n'est plus quelque chose qui existe vraiment, les réveils aujourd'hui, mais en 1978, lorsqu'il écrit La disparition, ça existe. Donc, pardon, 69, lorsqu'il écrit La disparition. Et donc, il y a ce jeu qui est un jeu avec le lecteur, dans lequel on peut regarder comment ça fonctionne. Alors, ça marche très bien pour les contraintes linguistiques. C'est plus compliqué pour les contraintes sémantiques parce qu'on a envie de lire le livre de manière extrêmement fluide, sans passer son temps à regarder si la contrainte est respectée. Donc, on hésite à les rendre très, très visibles, les contraintes. Et parfois, il y a même deux attitudes à l'Oulipo, soit on les montre, soit on les cache. Les deux attitudes coexistent. Pérec montre ses contraintes, Harry Matthews les cachait. Donc, tout ceci est optionnel. Ce qui moi, m'intéresse dans le travail sous contrainte, c'est non seulement le fait que on va à des endroits qui ne sont pas prévus par la narration au fil de la plume, donc on évite le premier jet, mais en même temps, il se passe un phénomène qui en tout cas, moi, m'intéresse, c'est que ça amène de la diversité. Ça amène dans un roman qui serait sans doute un roman pas inintéressant, mais le fait d'utiliser une contrainte entraîne l'écrivain à des endroits où il n'a pas prévu d'aller, et donc à trouver des astuces, à trouver des jeux avec sa propre fiction qui l'emmènent à respecter à la fois la contrainte et la fiction. Et ça amène des chapitres très étonnants qui ne sont pas prévus au départ et que la contrainte entraîne. Je pourrais donner des exemples, mais ça serait un peu long, mais c'est toujours étonnant de voir qu'on s'est imposé quelque chose et que ça amène ailleurs. Il y a un dernier effet, je suis un peu long, mais je trouve ça assez intéressant. C'est aussi l'idée que quand on travaille avec des contraintes linguistiques, on se rend compte que la langue est extrêmement riche et qu'on peut faire des choses très étonnantes. Par exemple, il paraît que dans La disparition de Pérec, il y a plus de mots différents que dans tous les Rougon-Macquart. C'est quand même formidable. Alors qu'il se prive de la lettre E. Donc c'est des phénomènes étonnants, quoi. Voilà. Alors, l'autre aspect
oulipien du roman, c'est peut-être aussi les références qu'on peut trouver à d'autres membres de ce groupe. Vous avez évoqué Italo Calvino et son livre Si par une nuit d'hiver, un voyageur. On pourrait dire que l'anomalie s'inscrit dans la lignée de ce livre qui est un roman de personnages aussi, un roman avec plein de débuts de romans. Tous les titres de vos parties, ce sont des extraits de poèmes de Raymond Queneau aussi. Quelle importance est-ce qu'elles ont pour vous, ces références, ces figures tutélaires, et dans quelle mesure est-ce que tout écrivain se construit grâce à d'autres écrivains? Alors, il y a une phrase de Jean Paulhan que je cite tout le temps parce que je pense qu'elle est vraiment incroyablement révélatrice de ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de sentiment plus sot en littérature que la peur d'être influencé. Et non seulement ce sentiment est un sentiment sot, sinon on ne lirait jamais. Or, il faut passer son temps à lire. Je pense que le rôle d'un écrivain aussi, il s'inscrit dans une époque et il s'inscrit dans une. Il a chez lui des bibliothèques et ces bibliothèques contiennent des livres et donc il faut que ce livre ait une influence sur lui. Donc pour moi, l'écriture avec ce qu'on peut appeler des références internes, ça ne me dérange pas et même parfois ça m'échappe. C'est-à-dire que, par exemple, je commence un chapitre dans l'anomalie par tous les vols sereins se ressemblent, chaque vol turbulent est à sa façon. Et je sais que ça me fait rire parce que ça commence comme Anna Karénine, avec évidemment un déplacement, puisque ce n'est pas des familles heureuses, mais ce sont des vols sereins. Et en même temps, ça ne doit pas déranger le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur qui ne connaît pas Anna Karénine ne doit pas être doit pas être freiné dans sa lecture. Il peut trouver ce début de chapitre étrange, mais au fond, ça ne le dérangera pas, puisque ça raconte quand même quelque chose sur les vols transatlantiques. Donc, ça n'est pas un frein. Mais ça fait référence à quelque chose qui, moi, me vient assez naturellement. Alors, il y a beaucoup de petits œufs de Pâques, en fait, dans l'anomalie, qui sont des phrases qui viennent d'ailleurs, qui viennent de mes lectures. Ça fait partie de ce que je disais sur le rapport à la complicité avec le lecteur. C'est-à-dire, la complicité ne s'adresse pas à tous les lecteurs. Je ne demande pas à tous les lecteurs d'avoir lu tous les livres que j'ai lus. Et il y a beaucoup de livres que les lecteurs ont lus et que je n'ai pas lus. Donc, c'est juste un jeu avec certains d'entre eux qui vont pouvoir voir. Et parfois des jeux avec des amis oulipiens qui savent à quelle référence je fais, quelle référence je fais et à quoi, et qui échappent aux autres. Mais ça n'a pas d'importance. Les livres qu'on écrit sont parfois farcis de ce qu'on appelle l'hypertextualité, mot extrêmement savant. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérange. De plus, l'idée d'être influencé, comme je le disais, non seulement ça ne me fait pas peur, mais même parfois je le revendique, c'est-à-dire j'ai déjà écrit des livres qui sont sous influence. Et quand j'ai écrit un livre comme Les Amnésiques dont il a vécu d'inoubliables, c'était très objectivement une référence au Je me souviens de Georges Perec. Quand j'ai écrit un livre il y a un certain temps qui s'appelait Cités de mémoire, c'était un hommage à un livre de Calvino qui s'appelle Les villes invisibles. À l'Oulipo, on n'a pas peur de faire pareil, au point que parfois, il y a des livres qui portent presque le même titre. Par exemple, un livre de Calvino qui s'appelle Le château des destins croisés, qui est un très beau livre, écrit justement en utilisant le tarot des Médicis, où Calvino va raconter une histoire qui utilise la systématique du tarot dans une carte de tarot, quand on regarde les arcanes, en haut, il y a une histoire aristocratique et en bas, il y a une histoire paysanne qui est racontée. Par exemple, les paysans font les foins et quand on regarde le haut de la carte, on voit que c'est un bal dans un château. Et il va raconter une histoire qui utilise l'intégralité du jeu de tarot. Alors, Jacques Bins, lui, a raconté une histoire qui s'appelle La taverne des destins croisés. Donc, vous voyez, il n'hésite même pas à reprendre le titre pour un autre livre. Et c'est un jeu qui est un jeu entre oulipiens qui ne pose pas problème entre nous. On utilise souvent, il y a même des livres de l'Oulipo qui sont des livres où chacun utilise des travaux qui ont été faits par d'autres pour les poursuivre et pour les améliorer ou pour les détruire. Donc, c'est pas l'idée de l'influence, ça me paraît quelque chose de riche, en fait. Et en aucune façon, ça n'est quelque chose qui va pour autant vous interdire de trouver qui vous êtes. En fait, je pense que lorsqu'on écrit un livre sous influence, en fait, c'est que cette influence n'existe pas. Elle est plutôt la découverte à la lecture d'un autre auteur, d'un écho en soi. Et c'est pour ça que
le fait d'être influencé est une illusion. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un auteur vient chez vous faire émerger un écho qui vous est très personnel et sur lequel vous allez vous accrocher pour écrire. Puisque on est influencé que par des gens qui nous sont déjà très proches. On ne va pas réussir à accrocher avec un livre d'un auteur qui nous est éloigné. Il y a déjà une proximité au départ qui fait qu'on va se trouver sous influence assez spontanément et naturellement. Moi, j'ai trois grosses influences dans ma vie d'auteur, et qui sont respectivement Romain Gary, Italo Calvino et Raymond Queneau. Et ces trois influences, Raymond Queneau vraiment pour la poésie, plus que pour les romans d'ailleurs. Et ces trois influences, elles me constituent, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui m'éloigne de moi, au contraire, c'est quelque chose qui me rapproche de mon moi intime. Voilà. Et ces influences, ces références, mais aussi ces contraintes dont on parlait tout à l'heure, ça fait de Len Noailly un roman extrêmement riche. C'est un livre très savamment construit. On l'a dit tout à l'heure, la narration nous embarque de bout en bout sans jamais nous perdre. On a le sentiment que vous avez exploré ou envisagé toutes les pistes possibles. Tout au long de la lecture, on se laisse vraiment porter avec jubilation, tout en se demandant comment vous allez pouvoir conclure un tel roman. Et puis en même temps, c'est un livre très écrit. Il y a des descriptions assez inoubliables, des aphorismes, des expressions qu'on note précieusement dans un petit carnet au fur et à mesure de la lecture. Il y a beaucoup de styles d'écriture aussi. Alors, au moment de l'écriture, comment est-ce qu'on arrive à composer à la fois entre cette écriture ciselée et cette construction minutieuse, tout en laissant place à l'élan créateur, peut-être aux envolées de l'écriture? Est-ce qu'elles sont possibles dans un tel roman quand on écrit? Oui, je crois. Enfin, vous avez raison, il y a plusieurs niveaux de lecture dans le roman lui-même. Et il y a même des chapitres qui ne sont, entre guillemets, pas écrits. C'est-à-dire que, par exemple, la transposition, enfin, c'est écrit sans être écrit. Si je prends, par exemple, le chapitre que je trouve un petit peu gonflé, parce que retranscrire des interviews du FBI, c'est un petit peu provocateur, avec la même structure à chaque fois, avec les mêmes questions à chaque fois, et à chaque fois des réponses différentes. Et j'ai pourtant laissé ce chapitre parce que je trouvais que c'était quelque chose de logique. Donc, il n'y a pas pour moi de difficulté majeure à l'idée qu'il y a une très grande diversité de styles et que chacun de ces styles se rencontre. Le personnage, par exemple, de Misol, il crée un roman dans lequel il y a, qui s'appelle L'Anomalie et qui va le mener à sa perte. Mais dans ce roman, c'est qu'un recueil d'aphorismes, euh, entre guillemets, fulgurants. C'est-à-dire que lorsque j'ai écrit les extraits de L'Anomalie de Victor Misol, je m'amusais avec toute une série d'auteurs que j'aime beaucoup, hein, mais dans lequel il y a parfois un jeu avec, avec la virtuosité, c'est-à-dire Jean Kelevitch, Sioran, un amour de l'aphorisme que je partage. Donc, c'est très, très amusant de jouer avec ça. Et puis, parfois, il y a un jeu avec l'absence de littérarité totale, c'est-à-dire la volonté d'écrire un chapitre qui ne sont que des dialogues entre un agent du FBI, effectivement, et différents protagonistes. Et puis parfois, il y a la volonté de faire passer dans le roman des explications qui seraient trop didactiques si on les traitait autrement, à travers un pastiche d'un univers totalement différent. Par exemple, l'émission de télévision. Je ne suis pas tout à fait certain qu'il y ait beaucoup de romans dans lesquels on reproduit intégralement une émission de télé. Et ça m'amusait beaucoup de montrer comment fonctionnait un talk show américain que je connais bien, qui est celui de Stephen Colbert, et de montrer ce qui se passe dans la tête de tout le monde, à la régie, dans la tête de l'animateur, dans la tête de ceux qui sont dans la salle, et finalement de proposer une expérience de lecture qui est une expérience télévisuelle, mais objectivement télévisuelle, c'est-à-dire, voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant à faire. Oui, Et amusant. c'est ce qui est tout à fait jubilatoire au fur et à mesure de la lecture. Et donc, on est vraiment transporté, comme vous le dites, d'univers en univers grâce aux différents personnages. Ces personnages, on ne va pas tous les évoquer. Bien sûr, vous avez évoqué quand même Victor Misel, qui est l'écrivain, qui est peut-être celui qui lie tous les personnages entre eux. Mais ce n'est pas le premier qu'on va découvrir. Le premier, c'est le tueur en série. Il s'appelle Blake.
il a une trajectoire très singulière parce qu'il va très peu croiser les autres. Mm. Euh, alors, en quoi est-ce que c'était important de commencer le roman par son univers, donc celui du polar noir? Dans quelle mesure est-ce que ce personnage il est au centre de la construction? Et est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la première phrase du roman qui paraît complètement anodine et qui en fait contient tout le roman en elle? Bah oui, en fait, c'est ça l'idée, hein. C'est pour ça que je l'ai mis en premier d'ailleurs. C'est que ça permettait de commencer par la phrase qui est tuer quelqu'un, ça compte pour rien, et qui en fait résume le roman, puisque si on arrive jusqu'au bout du roman, on comprend qu'effectivement, on n'est peut-être rien, et que donc chacun des quelqu'un que nous sommes, n'étant rien, bah, effectivement, le meurtre perd tout, non seulement contenu moral, mais même contenu biologique, quoi. C'est pas une mort avec du sang réel, c'est pas une vraie balle. Bon. Bref, la raison pour laquelle j'ai commencé par un roman noir, ben, il y en a plusieurs. La première, c'est que j'avais conscience que ce roman, avec beaucoup de personnages, il fallait que je ne perde jamais le lecteur et que donc je l'accroche par tout de suite une histoire qui est une histoire pastichée du roman noir. Euh, et l'histoire de Blake m'intéressait parce qu'elle me permettait de faire rentrer tout de suite la lecture dans un genre qui était un genre balisé en termes d'imagerie. C'est-à-dire que l'imagerie littéraire du roman noir, elle est très balisée. Et ça m'intéressait donc de commencer par ça. Donc, pour moi, c'était un roman qui était un peu à la Manchette. J'ai une grande admiration pour Manchette. Et chacun de mes romans successifs était basé sur un type d'écriture. Pas forcément un auteur en particulier, mais un type d'écriture. Et tuer quelqu'un, ça compte pour rien, c'était à la fois un hommage au roman noir, parce qu'il manque le ne, évidemment. On ne peut pas commencer le roman par tuer quelqu'un, ça ne compte pour rien, c'est absurde, alors que c'est un roman noir. Donc il faut l'absence du ne. Donc il y a une sorte de signe, un signe littéraire qui indique au lecteur que oui, il est dans un roman noir. Ça m'amusait de commencer ça dans un roman de la Blanche, puisque ça sortait en littérature blanche, et donc je commençais par une provocation. Et puis, j'avais conscience du nombre de personnages, une fois de plus, et donc il me fallait quelque chose qui soit très dynamique dès le départ. Qui plus est, je voulais que ce personnage, dont vous avez raison, il n'interagit avec personne. Je voulais qu'il commence le roman parce qu'il réapparaît à la fin, au milieu. C'est une sorte de corde tirée dans le roman, très rectiligne, et qui ne ressurgit que par instant. Et on peut, à la limite, il y avait une petite possibilité à laquelle j'ai pensé à un moment donné, c'est si vous ne voulez lire que Blake, vous lisez, enfin, c'était presque une possibilité oulipienne de proposer à chaque lecteur de ne lire qu'un personnage, vous voyez. Mais j'ai éliminé ça parce que ça transformait le roman en un roman expérimental que je voulais éviter. Je voulais une très grande linéarité. Mais à la limite, j'aurais pu dire à chaque fois, fin de truc, si vous voulez la suite de Blake, allez de tel endroit. Il y a un très joli roman qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans même, qui est le roman de Grégoire Bouillet, qui s'appelle Le dossier M, dans lequel Grégoire joue avec cette idée-là et dans lequel il dit, si vous aimez l'histoire de Don Crowhurst, passez à la page 153, parce que vous êtes page 67, et là, je ne vais plus en parler pendant 80 pages. Donc, faites le saut à la page 163. C'était une possibilité, hein, c'était une sorte d'option, mais si je faisais ça, je risquais vraiment d'emmener le lecteur à la page où Blake continuait. Et moi, je voulais lui imposer une lecture linéaire d'un roman qui ne l'était pas. Mais c'était une option possible. Et ça, à ce moment-là, ça justifiait l'idée que c'était un roman de roman. Mais j'ai voulu éviter ça, mais donc je commençais par lui. Après, j'ai Victor Misol, après j'ai Lucie, après, voilà. Après, les logiques que j'ai mises en place pour organiser chacun des chapitres de la première partie, c'est une logique à la fois de rupture, c'est-à-dire de rupture stylistique, de propositions thématiques différentes à chaque fois. Donc le roman de la rupture, le roman de l'assassin, le roman de la dépression, le roman humoristique, qui est la partie Adrienne et Meredith, le roman, disons, d'action, dans lequel il y a l'accident, etc., d'avion. Et toutes ces logiques, qui étaient des logiques finalement narratives, je les ai mises dans un ordre dont j'ai conscience qu'il aurait pu être différent.
il y a une sorte de théorie en littérature qui est la théorie des commencements, qui fait qu'un roman n'est pas le même pour le lecteur s'il commence par une autre partie. Et c'est vrai que ça existe, ça. Si je commence par Lucie, je vais orienter mes lecteurs dans un type de roman. Et donc la logique, vraiment, c'était de commencer par Blake. Mais c'est un roman modulaire au début, hein. À part la partie de l'avion, qui est vraiment organisée en deux parties et que j'ai coupé en deux d'ailleurs, parce qu'au début c'était un seul chapitre, pour des raisons qui étaient liées à la contrainte. Et j'ai cassé la contrainte, ce qui veut dire que la contrainte, elle est sous. Je soumets pas mon lecteur à une contrainte qui l'arrête et le freine. Donc la partie de l'avion était trop longue à mon goût, et je l'ai coupé en deux et ça allait très bien comme ça. Donc ça, c'est une sorte de ce qu'on appelle en littérature oulipienne le clean amen, c'est-à-dire le fait de ne pas appliquer la contrainte alors qu'on sait qu'on pourrait l'utiliser, et on la casse pour ne pas casser la narration. Donc voilà, la première partie est très modulaire au fond. J'aurais pu très bien organiser les chapitres autrement, mais j'ai choisi cet ordre-là pour des raisons qui à moi me paraissaient logiques, hein. Après, Et en tout cas, le pari est j'ai réussi. d'autres choix. En quelques lignes, à chaque fois, vous parvenez à nous faire rentrer dans un personnage, dans son destin, nous intéresser à ce qui va lui arriver. On passe à leur côté par toutes les émotions. Il y a l'inquiétude, la tristesse, il y a des moments très drôles aussi. Alors, comment ça se passe quand on a autant de personnages? Quel lien est-ce qu'en tant qu'écrivain, on crée avec chacun de ces personnages? Est-ce qu'il est aussi fort quand ils sont nombreux? Et comment on arrive à rentrer aussi vite dans un univers, et sachant il y a un personnage, on va suivre un pilote américain, un architecte français, un chanteur nigérian, un couple de mathématiciens, enfin, les personnages sont vraiment très divers. Comment est-ce qu'on parvient à rentrer à chaque fois dans leur univers, et est-ce que ça nécessite beaucoup de recherche aussi? Ah oui, il y a des remerciements à la fin. Donc les remerciements sont là pour justement accréditer ma gratitude envers tous ceux qui, à un moment donné, m'ont aidé à rendre les choses possibles. Par exemple, sur le vol, j'ai demandé à deux pilotes de ligne de m'aider à rendre absolument valide le dialogue entre la tour de contrôle et l'avion. Parce que je ne voulais pas écrire Roger, euh, comme on trouve souvent dans les. Je sais pas, y a-t-il un pilote en avion est une sorte de caricature de ce genre de choses, où on va dans les clichés. Donc, je voulais à la fois être dans le réalisme, parce que le roman a un besoin fou de réalisme, parce que sinon, ce qui est proposé comme expérience de pensée est tellement invraisemblable que le réalisme doit le compenser. Donc, j'ai interviewé un oncologue pour tout ce qui est cancer du pancréas, j'ai interviewé un, un mathématicien pour tout ce que, enfin, je l'étais, mais pas, je ne suis pas un très grand mathématicien, donc toute la théorie de Bostrom, j'ai interviewé Bostrom. Tout ce qui était lié au tueur à gages, j'ai fait des recherches, je n'ai pas d'amis tueurs à gages, donc j'ai fait des recherches sur comment est-ce que procède un tueur à gages. La partie sur la guerre, par exemple, avec Clark, qui est militaire américain, je me suis renseigné beaucoup sur les armes. J'ai même demandé à un ami spécialiste des armes, un militaire français qui connaît bien les armes américaines, quels étaient les bons éléments. C'est très important de pouvoir asseoir chacun des chapitres sur du réalisme déjà technique. Ensuite, les personnages, ça ne surprendra personne si je dis qu'ils sont construits toujours à la base sur une description physique qui est très, très rapide, parce que ce n'est pas la peine de rentrer dans des descriptions très prononcées sur les personnages. Je préfère personnellement que chaque lecteur se construise visuellement le personnage de Blake, qui d'ailleurs n'est très peu défini, ou le personnage de Johanna ou de Slim Boy. Je dis simplement que Slim Boy est grand, qu'il est mince et qu'il a une coupe de cheveux de tel ou tel style. Et en revanche, après, j'installe le personnage par 3 ou 4 souvenirs, qui sont les souvenirs de son enfance, de son adolescence ou de son âge adulte, et je le précipite ensuite dans une situation qui est proche du moment où il va monter dans l'avion, puis un moment intermédiaire entre l'avion et le deuxième avion. Donc, ça construit finalement chacune des situations, et tout le jeu consiste pour un auteur à gommer les fils du patchwork pour éviter d'avoir un effet de procédé, qui est toujours le danger. On a toujours peur, lorsqu'on a autant de personnages, que quelque chose qui est de l'ordre du procédé apparaisse. Donc ça, j'ai éliminé des personnages, hein, d'ailleurs. Hein. J'en avais un peu plus au départ, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Mais il y a ce travail
l'identification des personnages, leur incarnation, qui passe sans doute par la création de souvenirs, la création d'actions. Je crois que les personnages, c'est un peu comme ce que disait Sartre sur nous-mêmes, c'est la somme de leurs actes. Ils sont la somme de leurs actes. Et donc, il faut leur donner des actes. Il ne faut pas leur donner des psychologies. J'aime pas beaucoup les personnages psychologisés. Donc, même s'il y a de la psychologie, elle passe avant tout par un langage. Donc, Clark, par exemple, il a son langage, même s'il n'y a jamais de jeu. Au moment où il est pris dans la description de ce que c'est que la guerre, c'est son propre langage qui rentre dans une narration indirecte. Et il est pris dans la violence de cette guerre en Irak. Et c'est la construction qui passe par de la couleur, du sable, du bruit, qui fait qu'il va s'incarner dans un personnage de militaire qui est traumatisé. Et après, on ne le comprend pas mieux, mais on le cerne mieux. Donc j'évite de donner des éléments qui sont des éléments psychologiques et je préfère, pour résumer, je préfère dire que quelqu'un fait tomber sa tasse plutôt que dire qu'il est troublé. C'est du détail, mais j'essaie en permanence de réfléchir à ça, c'est-à-dire essayer de tomber dans des systèmes qui font passer l'action avant la psychologisation. Je pense que c'est plus efficace. Et j'avais envie d'un roman qui soit dans cette efficacité narrative, linéaire et dans cette efficacité narrative. Et pour moi, ce n'est pas contradictoire du tout avec, avec le fait de la littérature que de respecter ça. J'ai une très grande admiration, par exemple, pour un écrivain qui est Philippe Roth, et qui est tout le temps dans ce système, de faire parler les personnages à travers un mode indirect. La Tâche est un exemple typique de ce type de travail. Et pour moi, c'est justement dans l'idée qu'on est toujours influencé, pour moi, c'est une référence. Le travail de Roth, c'est une référence, véritablement. Ou de Joyce Carol Oates, par exemple, pour prendre des écrivains américains. Dans l'histoire des martyrs américains, par exemple, son dernier roman ou avant-dernier roman, je ne sais pas, j'ai un chapitre qui est inspiré de Joyce Carol Oates, qui est le chapitre où on est dans la tête du fondamentaliste chrétien américain, et qui reprend d'ailleurs des schèmes qui sont des schèmes qu'on trouve dans son roman ou dans d'autres qui parlent de cette question de la manière dont le protestantisme aujourd'hui régit une partie de l'Amérique. Enfin, un protestantisme très, très spécifique, hein, évangéliste. Et puis la force de l'anomalie, ça réside aussi, elle réside aussi dans le thème auquel vous vous attaquez, qui est réellement que la question de notre existence. Vous nous disiez au début de la rencontre que il n'était pas venu au tout début, ce thème-là, cette idée-là, qui est venue au cours du roman. Alors, comment est-ce qu'elle s'est invitée sur votre plume? Et surtout, alors, il faut savoir que l'anomalie, donc, c'est un événement qui remet en question notre existence et qui existe dans le roman, puisque dans le roman, tout est possible. Et l'idée, c'est que si cet événement advenait vraiment, quelles en seraient les conséquences? Alors, comment est-ce qu'on travaille sur une telle question? Et est-ce que vous avez fait appel pour ça à vos compétences de mathématicien en essayant d'explorer vraiment toutes les hypothèses possibles? Disons que, d'une certaine manière, je fais porter ce questionnement par un personnage qui est Meredith. Que Meredith, une fois qu'on lui a posé la question de savoir est-ce qu'on est ou non dans une simulation, c'est plutôt une question d'ailleurs moins mathématicienne qu'une question technique, la question de la simulation. C'est-à-dire, à partir du moment où les ordinateurs doublent de puissance, avec d'ailleurs maintenant, c'est plus un doublement de puissance, maintenant on a fait un facteur 1 million là, récemment, là, avec l'ordinateur quantique. Donc à partir du moment où les ordinateurs atteignent une certaine puissance, leur capacité à simuler va de pair. Donc on peut très bien simuler un cerveau, puis simuler 1 milliard de cerveaux, puis simuler 60 milliards de cerveaux pendant 40 000 ans. Donc on peut simuler assez facilement. À chaque fois, 1 milliard, c'est pas compliqué, 1 milliard, c'est 30 ans, puisque c'est fois 1000 tous les 10 ans. Donc 30 ans, un siècle, c'est 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, ça va très vite. Hein. Et puis au bout de 150 ans, on arrive à des puissances monstrueuses. Je ne pense pas que les ordinateurs vont cesser de grimper en puissance. Je pense au contraire qu'il va y avoir à un moment donné un phénomène, comme on dit, de singularité, c'est-à-dire d'explosion des puissances des ordinateurs et des machines en général. Alors, une fois qu'on a posé ce problème, qui est un problème vraiment d'examen des capacités techniques d'une civilisation,
on peut se poser la question de savoir, comme le fait Bostrom, si on est dans une simulation nous-mêmes ou pas. Et là, ça pose des problèmes qui sont des problèmes tellement existentiels, littéralement. Hein. Mais au fond, c'est presque une question du bac philo. Hein. C'est peut-on se fier à nos sens? C'est l'interaction avec les autres est-elle vraiment réelle? Peut-on être certain de ce qu'on voit, de ce qu'on sent? Enfin, il y a toute une série de choses très élémentaires qui, combinées entre elles et présentées sous un aspect civilisationnel et non plus individuel, font qu'effectivement, lorsque un événement pareil se produit, il se passe non seulement la question de la confrontation à son propre double individuellement, mais une réflexion sur selon laquelle chaque civilisation, chaque société va réagir différemment. Et même chaque religion va réagir différemment. Chaque individu, mais pris dans ce qu'on peut appeler une situation collective de l'individu. Il y a les Français par nation, par exemple. Je pense qu'on est différent des Américains sur cette question-là. Je pense que les Français, globalement, réagiraient différemment, même si les Français n'existent pas. Nous sommes tous d'accord. C'est un petit peu comme les familles de 1,7 enfants. Ça n'existe pas. Mais il y a néanmoins un aspect civilisationnel qui est très différent. J'ai essayé de le restituer, cette différence civilisationnelle, par justement le talk show auquel on aurait certainement droit entre Michel Onfray, Antoine Consponville et des mathématiciens à une heure de grande écoute, peut-être à la grande librairie, pour discuter de ce qui s'est passé, quoi. Et en réfléchissant à ça, on se pose évidemment des questions qui sont vraiment des questions civilisationnelles. Comment est-ce qu'on réagit face à tel ou tel phénomène? Et moi, j'ai fait le parallélisme parce que ça m'intéressait avec le déni absolu dans lequel on est face au réchauffement climatique. Dans la série Le Déni, c'est pas mal, quoi. Nous sommes des drogués à la consommation, des drogués à la vitesse, des drogués à l'immédiateté, des drogués aux produits même, des drogués simplement à la possession. Et on voit bien que si on continue comme ça, à user de ces drogues, on va droit dans le mur. Peut-être d'ailleurs qu'on a déjà quitté la corniche avec la voiture. Donc, et on appuie sur le frein et on tourne le volant, mais c'est bizarre, il ne se passe rien parce que c'est normal qu'on n'est plus sur la route. Donc, cette idée-là de faire le parallélisme avec le réchauffement climatique, c'était intéressant parce que ça posait la question du déni et la question de ce qu'on appelle en comportement, enfin en comportementalisme, le biais cognitif. C'est-à-dire qu'on adapte la réalité pour qu'elle se plie à ce qu'on a envie qu'elle soit. Et donc on voit que toute la société, face à un phénomène pareil, sera extrêmement tentée de faire business as usual et de dire il ne s'est rien passé de décisif qui mérite que je change quoi que ce soit. Et moi, ça m'intéresse, les phénomènes collectifs, comme justement la réaction à des phénomènes invraisemblables. Le jour où la glace du Groenland va fondre et que la montée des eaux ne sera pas de 2 cm par an, mais d'un seul coup 30 cm, on va prendre conscience qu'il s'est passé quelque chose, mais comme ça aurait été très progressif, voilà. Donc là, on a un événement qui n'est pas progressif, qui est un événement immédiat, et je regarde comment réagit la société. Ça m'intéressait. Et ce qui est ce qui est intéressant aussi, un de vos personnages le dit d'ailleurs, c'est que donc cette hypothèse que vous émettez, c'est celle de la simulation, qui laisse donc une grande responsabilité à la science, qui aurait elle-même créé des êtres virtuels. Et en même temps, paradoxalement, cette hypothèse, elle assoit l'idée de l'existence d'une intelligence supérieure, qui nous ramène quand même à la religion. Est-ce que la science et la religion s'y retrouvent pas d'une certaine manière, enfin, un peu? Il y a un Oui, des personnages qui le dit à un moment, qui dit... oui, un personnage le dit. Donc forcément, si un personnage le dit, c'est que je dois le dire, forcément. C'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que c'est Dieu 2.0, quoi. C'est une nouvelle version de Dieu, dans lequel, à part que là, la notion essentielle de Dieu, quand même, c'est que Dieu regarde et juge. Hein. Et que dans le système de la simulation,
on est simulé, mais on n'est pas jugé, on n'est pas jugé individuellement, on n'ira pas en enfer, on n'ira pas au paradis, sauf si ça a été programmé, évidemment. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas ce phénomène de règles à suivre, il n'y a pas il y a pas les 10 commandements. Voilà. Par contre, il y a les 10 comportements, ça c'est sûr, et les comportements dans un système qui est un système de simulation un peu chaotique, hein, c'est-à-dire que la simulation, elle ne sait pas où elle va, hein, c'est clair. C'est-à-dire que la simulation, elle fait, justement, elle met en branle beaucoup de cerveaux simultanément, et c'est leur interaction, leur comportement qui fait que la simulation évolue dans une direction ou une autre. C'est très, très chaotique. Euh, oui, donc là, on n'est pas face à un phénomène où il y aurait un jugement. Il n'y a pas de jugement, il y a juste une évolution de la situation, mais à aucun moment donné, on a Yahvé qui va décider de punir un tel. Non, non, c'est un peu différent tout de même, je crois, si cette hypothèse est juste, hein. J'ai vu récemment dans un article du Scientific American que l'hypothèse que nous soyons dans une simulation était de 47%, enfin, que la possibilité qu'on soit dans une simulation était de 47%. Je trouve que c'est beaucoup. C'est Euh, pas mal quand même, voilà. Alors, cette expérience de pensée que vous menez dans le roman, vous l'avez dit, vous la menez donc au niveau civilisationnel, mais aussi au niveau individuel, à hauteur de vos personnages, puisqu'ils vont être littéralement confrontés à eux-mêmes. Et donc, se pose la question de ce qu'ils peuvent partager, échanger, de ce qui constitue leur identité, des sacrifices qu'ils sont prêts ou non à consentir. Et en fait, on s'aperçoit que l'amour est peut-être la chose la moins partageable du monde. Alors, dans quelle mesure cette question de l'amour, elle constitue aussi le cœur du roman au niveau individuel? Ah ben en fait, quand je dis tout à l'heure que ce qui m'intéressait dans les réactions face au double, et que j'ai traité de manière exhaustive la réaction face au double, les réactions sont toutes par rapport à l'amour, en fait. Donc, c'est l'amour de Johanna pour Abby, c'est la manière dont elle est capable de se sacrifier parce qu'elle se rend compte que si elle et son double continuent à vivre un enfer avec Abby, tous les couples sont détruits. Elle n'a aucune chance de s'en tirer d'aucune manière. Donc, elle préfère se sacrifier avec l'idée qu'au moins elle laisse une chance à l'autre Abby qui en plus, à l'autre Johanna qui en plus est enceinte. Si on prend le personnage d'André, qui a une deuxième chance avec Lucie, lui aussi se pose la question de l'amour. Je pense que la seule question qu'on se poserait confronté à son double, à part un psychopathe évidemment, comme Blake, qui lui trouve une solution radicale, la seule question qu'on pourrait se poser face à son double, c'est de regarder dans sa propre vie qu'est-ce qui est sacrifiable ou pas, qu'est-ce qu'on peut partager ou pas. Franchement, on peut partager le contenu du frigo, hein, ça ne pose aucun problème avec son double. Mais en revanche, est-ce que on peut partager aussi, même à la limite, son fils, ses parents? Ça peut même présenter des avantages. Voilà. La garde partagée n'a pas que des défauts, par exemple. Euh, mais en revanche, si on aime quelqu'un, son compagnon, sa compagne, et qu'on l'aime d'un amour qui est un amour vrai, c'est très compliqué d'accepter le partage. C'est très compliqué de vivre la douleur de rivaliser avec soi-même. Parce qu'en plus, si vous êtes en couple et la personne que vous aimez rencontre quelqu'un d'autre, en général, le débat est simple. On essaie d'être le plus soi-même pour la convaincre ou le convaincre que nous sommes le bon choix. Mais si la personne, c'est vous-même, ça ne va pas être très simple parce qu'en fait, le choix est impossible. Nous sommes les deux mêmes. Donc, si moi j'avais d'un seul coup en face de moi les deux personnes que j'aime qui sont exactement identiques, ça me ferait terriblement peur. Terriblement peur. Je ne saurais pas comment moi-même choisir. Donc, ça, c'est la question de la personne confrontée au double. Et la question du double confronté à soi-même, c'est pire. Donc, je pense que oui, c'est la question de l'amour qui est la question la plus nodale quoi, du livre. C'est celle qui, finalement, est traitée à chaque fois de manière presque essentielle dans la troisième partie. C'est cette question-là qui est décisive. Le reste, partager un appartement, je vous dis, c'est comme le contenu du frigo. C'est des questions matérielles, ce n'est pas décisif. C'est vraiment la question de cette bizarrerie qui est en nous, qui est le fait qu'on choisit quelqu'un et qu'on fait des choix pour cette personne et qu'on a
décider que c'était la bonne. Alors, si d'un seul coup, il y en a deux bonnes, c'est compliqué. Et si d'un seul coup, il y en a, il faut la partager avec soi-même, c'est compliqué aussi. Donc, d'une certaine manière, oui, l'anomalie, c'est un roman c'est un roman de l'amour, enfin des amours, enfin et des manières dont nous le vivons. Alors, on l'a dit, donc l'Anomalie, c'est un roman où vous embarquez véritablement le lecteur de bout en bout. Et dans la construction du livre, tout est pensé pour que chacun passe un moment de lecture réjouissant, sans frustration, fruit de nombreuses réflexions aussi. Vos lecteurs, ils sont nombreux ce soir pour cette rencontre et ils ont sûrement beaucoup de questions à vous poser, donc je vais leur laisser la parole. Mais juste avant ça, est-ce que vous accepteriez peut-être de nous dire quelques mots de la place qu'ils ont pour vous et de la façon dont vous pensez à ceux qui vous lisent au moment où vous écrivez? Ah bah pour moi, le lecteur est essentiel, c'est-à-dire que je ne me pose jamais de questions autres que va penser mon lecteur. C'est-à-dire que je divise un chapitre en deux parce que je trouve que c'est un peu ennuyeux, ce chapitre trop long. Comme je le disais tout à l'heure avec le chapitre de l'avion, la logique est de le découper en deux. Je me pose aussi des questions qui sont celles, tout simplement, que collectivement, mes lecteurs en savent infiniment plus que moi. Euh, si je me trompe sur un sujet, un lecteur va me dire vous écrivez n'importe quoi et ça va décrédibiliser tout le reste. Puisque si un pilote de ligne trouve que ce n'est pas crédible, il va se dire mais ce n'est pas crédible pour le reste non plus. Donc je suis toujours confronté à cette idée de l'effet réel dans les romans. Et puis enfin, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il faut sacrifier dans un roman ou pas. Il y a un ami, Éric Chevillard, dans le recueil L'autofictif, qui en est à son 10e volume, enfin, dans l'autofictif, à un moment donné, il écrit, ce sont des petites phrases très courtes, il en a fait 3 par jour depuis maintenant une dizaine d'années. À un moment donné, il a écrit la phrase suivante, l'écrivain, d'un coup de stylo, améliore considérablement son style et perd 30 lecteurs. Point. Ça s'arrête là. C'est sa petite idée du jour. Je vois très bien ce que veut dire Chevillard, c'est-à-dire que parfois, on est tenté d'aller dans une direction qui est une direction de l'infinie complexité de la phrase, et cette tentation est très forte, mais sur ce livre-là, je n'avais pas très envie. J'avais envie d'une fluidité qui n'interdisait pas de rien abandonner à la littérarité, mais j'avais envie d'une vraie fluidité. Donc je pense tout le temps à mon lecteur, mais je sais que parfois, je fais des choix qui sont des choix qui me coupent de certains lecteurs. Et c'est forcé parce que, je vais prendre un seul exemple. J'ai écrit un recueil de poésie il y a longtemps, qui est ce qu'on peut appeler la poésie curieuse. Donc ce sont des petits poèmes qui sont construits à partir d'un nom d'animal, des fables, d'un nom d'animal et d'un personnage célèbre. Ça s'appelle les opossums célèbres. Et dedans j'ai donc le calamar Marcel Proust, le Haut Marilyn Monroe, bon, enfin, vous voyez le principe. Et les Beatles. Les Beatles. Donc, chaque fois, si mon lecteur ne connaît pas les Beatles, Marilyn Monroe ou Marcel Proust, la poésie, qui est une poésie plutôt amusante, tombe complètement à l'eau. Je me suis pris des gadins en lecture devant des adolescents avec le Haut Marilyn Monroe, que j'aime beaucoup, hein, qui est un petit poème que j'aime énormément, qui me fait beaucoup rire, mais qui ne fait rire que ceux qui ont plus de 50 ans et qui connaissent très bien Marilyn Monroe, parce que sinon, on se ramasse. Donc, il y a ce danger de faire des références qui ne sont des références que générationnelles ou que culturelles. Et comme je fais très attention à ça, dans un roman comme L'Anomalie, j'en ai mis assez peu, ou quand j'en ai mis, j'ai toujours explicité. Enfin, peut-être parfois en ne me rendant pas compte que je n'ai pas explicité d'ailleurs, hein, parce que parfois c'est tellement intégré comme culture qu'on ne se rend pas compte qu'on fait, voilà, qu'on fait une référence à quelque chose qui mériterait une explicitation. Mais mon lecteur, j'ai un lecteur implicite, si vous voulez, comme tous les auteurs, hein, un lecteur implicite. Et ce lecteur implicite, je ne sais pas qui il est en fait. Hein. C'est exactement ma famille de 1,7 enfants. Je ne sais pas s'il existe d'ailleurs cet auteur-là, ce lecteur-là. Mais enfin, j'écris pour lui. Et dans le cas de l'Anomalie, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, mais pour moi.
Donc, j'ai été mon propre lecteur implicite. Quand on a, là, on est un, j'ai pas, Gallimard ne m'appelle pas tous les jours pour me donner les chiffres de vente, mais quand même, j'en ai vendu 800 000 à peu près. Il y a forcément un quiproquo à un moment donné. Il y a forcément des gens forcément qui ont lu ce livre et qui ont été déçus parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient dedans, parce que je n'ai pas écrit pour 800 000 personnes. Enfin, je ne pensais vraiment pas avoir écrit pour 800 000 personnes. Quand j'ai dit à Karina Ossine, donc mon éditrice, que je pensais que j'avais fait un livre qui pouvait bien marcher, j'avais une idée de mon lectorat implicite, qui n'est même pas mon lecteur implicite, c'est encore autre chose, qui est une sorte de somme floue de tous mes lecteurs implicites. Et je m'étais dit que c'était pour 50 000 personnes, 60 000, 70 000, je ne sais pas. Je n'ai pas une idée précise de à quel lectorat s'adressait l'anomalie. Donc il y a un vrai plaisir de découvrir que peut-être son lectorat est très supérieur à ça potentiellement, mais on ne sait pas. Donc mon lecteur, c'est ça, c'est quelqu'un que j'ai du mal à définir, mais pour qui j'ai envie d'écrire. Avec ce danger, en tout cas, de se tromper, quoi, mais c'est un danger forcément commun à tous les livres. Alors, ces lecteurs, je propose justement de leur laisser la parole dès maintenant. Ils ont sûrement des questions à vous poser. Il y en a déjà une en attente Ah que oui. voilà, qui dit donc je trouve impressionnant cet équilibre que vous parvenez à trouver. Tous les personnages sont vivants et étoffés sans que cela alourdisse le roman. Vous abordez des sujets graves, délicats, sans que leur traitement en peu de pages les rende schématiques. Comment procédez-vous? Par élagage de votre premier jet ou par essai-erreur? Les deux. Ouais. C'est-à-dire, enfin, l'essai-erreur implique un élagage, on est d'accord. Hein. Donc ça va ensemble. Souvent, moi, j'écris trop long. Et je me relis et quand je repasse sur mon texte, je réduis de facteur quasiment 10%. Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte que tel ou tel personnage n'est pas assez étoffé, que je vais le développer. Et puis, le principe, quand même, c'est la densité, c'est-à-dire arriver en peu de chapitres à définir les personnages. J'avais quand même un désir qui était d'avoir un livre exactement de ce volume-là. Ça peut paraître bizarre de se dire qu'on veut faire un livre de 450 000 signes, mais moi j'en suis à mon je sais pas, 25e, 30e livre, je ne sais pas, et en termes de romans, j'en ai fait presque 8 ou 9. Donc j'ai une idée assez précise de la distance que je voulais pour un roman pareil. Ce qui veut dire qu'il y avait un projet qui nécessitait un élagage, effectivement, qui nécessitait de valider chacun des chapitres les uns après les autres. Donc, et une fois de plus, derrière, je fais valider. Par exemple, pour Sophia Kaufmann, donc cette petite fille qui subit la violence sexuelle de la part de son père, j'ai fait valider par 2 pédopsychiatres. Voilà. Dont Sarah Chiche, par exemple. Et Sarah Stern, de Sarah. Alors, il y a 2 questions qui évoquent la fin du roman. Il y a une personne qui demande est-ce que vous pourriez l'évoquer, justement, cette fin avec des mots qui explosent et les lettres qui tombent comme dans un sablier. Et cette fin a été pour moi un petit peu irritante car pas moyen de trouver la solution. Et une autre personne qui voudrait savoir comment vous est venue l'idée de la fin d'un point de vue visuel. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le rapport enfin, ce que voulait dire le roman pour moi, ce roman-là sur la virtualité. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais pour moi, ce roman, c'est aussi un miroir de la fiction. C'est-à-dire, si nous sommes nous-mêmes des fictions, les personnages peuvent être considérés comme des fictions, la réalité comme une fiction, et poser une fin comme celle que j'ai proposée, ça permettait de relier la réalité du monde à la réalité du roman. C'est-à-dire de ramener à travers un univers de lettres la question de la réalité des personnages et donc et de nous-mêmes. Est-ce qu'on est nous-mêmes des personnages? Est-ce que nous sommes les personnes? On dit souvent que les Olympiens sont les personnages d'un roman de Queneau, donc ça m'a ramené aussi un petit peu à ça. Et donc la proposition qui est celle de la fin, c'est une proposition où le lecteur a sa place. C'est-à-dire qu'il peut, très bien, s'il le veut, reconstruire le texte. Alors, il a beaucoup de latitude parce que, en fait, Gallimard ne m'a pas fourni la maquette exacte
en termes de typographie, en termes de caractère, parce que je suis quelqu'un d'assez minutieux, et s'il m'avait fourni la typographie exacte, j'aurais pu réaliser en maquette exactement ce que je voulais. En plus, c'est sur une page verso, alors que moi, je voulais une page recto. Bon, pour évidemment qu'on tourne et qu'on voit la fin et qu'on ne la voit pas en ouvrant sur une double. Bon, je n'ai pas eu tout ce que je voulais, on n'a jamais tout ce qu'on veut, c'est la vie, c'est comme ça, on n'a jamais ce qu'on veut. Et donc, ce que racontait la fin, c'était aussi une manière de dire au lecteur, crée ta propre fin. C'était évidemment l'image du sablier, c'est les deux bulbes du sablier. On voit bien que les lettres qui sont sélectionnées à la fin, dans un texte que j'ai fait disparaître, c'est ulcération. Enfin, d'abord, il y a être, donc l'idée de être, donc l'existence, quoi. Ensuite, ulcération, qui est la première bibliothèque oulipienne et qui est un texte de Pérec qui contient toutes les lettres les plus utilisées en français, qui résume finalement ce que c'est que la langue, c'est-à-dire un choix parmi des lettres, une idée très forte en matière d'oulipisme, qui est que la langue ne recouvre pas le réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec la langue, définir le réel. Le réel est beaucoup plus compliqué que ce que la langue permet de définir. Il y a une infinité de couleurs, et au maximum, on en a 30 pour définir les couleurs. Et puis, en fait, ça se termine par les mots sable fin. Donc, ça se termine par le mot fin. Mais avant le mot fin, j'ai mis sable, pour donner l'idée de la granularité du temps, ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le côté que le temps s'écoule d'une manière un petit peu granulaire, voilà, pour faire dans le pléonasme. Et enfin, comme mes deux lettres finales, c'est in, et elles sont passées de l'autre côté du bulbe, du deuxième bulbe, du bulbe de fin. In, ça veut dire dans. Donc ça donne une possibilité de lecture qui est se dire que peut-être on est dans une autre dimension qui redémarre, un redémarrage de la simulation. Tout ceci étant une option que je propose au lecteur et qui n'est peut-être pas la seule. Il y a aussi une question qui peut se poser aujourd'hui pour moi, qui n'est pas seulement celle de la fin, mais qui est celle des dates, pour les traducteurs en particulier, qui se sont posé la question de changer les dates, puisque on est passé en 2021 et que donc aujourd'hui, par exemple, décolle le vol. Donc ça change complètement le rapport au texte, hein, de le lire en se disant que c'est déjà dans le passé. On pose les questions différemment. Et on peut se dire, c'est un des passés possibles, ce qui m'intéresse. Donc, et c'est l'idée de la potentialité, la fin, c'est-à-dire il y a des potentialités pour l'écriture de ce texte, qui sont des grandes potentialités. On peut vraiment écrire beaucoup de textes avec les lettres que je propose. Il y a un texte qui existe. Voilà, il y a un texte, et ce texte, j'aurais peut-être dû l'écrire en blanc et en noir, de manière à ce qu'à la restitution, ça soit plus clair. Mais on peut, chacun d'entre nous peut reprendre la dernière page. On voit bien qu'il y a la marque, le café de marque Illy. À un moment donné, on peut lire ça à la fin. Voilà. Mais c'est ouvert, c'est-à-dire c'est une proposition. C'est une proposition de potentialité. Un petit peu comme à la fin des exercices de style, Queneau laisse une page blanche et propose au lecteur d'écrire son exercice de style. Voilà, c'est un peu cette idée-là, de faire une proposition, de dire il y a un texte, au début il y a une indication, puis après il faut retrouver. Et effectivement, il y a une infinité de textes possibles. Merci infiniment, Hervé.